moment où j'ai l'impression d'avoir repris la main sur ma carrière. Quelle légitimité j'ai à manager en fait des stratégies, des politiques de soins. On a moins d'infirmiers, donc on a moins de cadres et on a moins de possibilités de faire encadrer nos infirmiers et nos équipes. Comment je vais faire pour m'en sortir? Elle ne me guide pas bien, je ne suis pas correctement managée, je ne suis pas correctement drivée. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie ou qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Céline, je suis vraiment contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer ensemble. C'est vrai que la première fois qu'on a échangé, moi, ce qui m'a marqué, c'était la richesse de ton parcours. Et je trouve que c'est passionnant parce que ça donne une vision très large en fait de tout ce qu'on peut faire en santé. Moi, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis justement dit qu'il fallait vraiment qu'on ait un fil rouge pour cet épisode qui est un petit peu particulier. Et j'ai l'impression que moi, ce fil rouge de ta carrière, ça a quand même été la relation aux autres, le management. Et derrière ce mot, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va essayer peut-être d'explorer ensemble. Comment on gère des équipes, les différences de génération, les relations hommes-femmes, la place du corps médical qui est pas toujours facile, les relations, le handicap au travail aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder. J'espère qu'on va pouvoir avoir le temps de tout faire à travers tes anecdotes, tes expériences, tes apprentissages aussi, parce que je pense que tu as beaucoup appris. Donc voilà, moi je suis très contente qu'on prenne ce temps ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même te laisser te présenter pour que nos auditeurs ils apprennent à te connaître à travers tes propres mots. Merci. Merci déjà de m'avoir invitée sur ton podcast. C'est assez rare qu'on puisse avoir comme ça des fenêtres où pouvoir discuter de manière assez libre des profils de carrière. Souvent, on s'attarde sur une expérience ou sur un moment particulier de notre vie pro. Donc, je trouve ça assez intéressant de pouvoir retracer avec toi l'ensemble de tout ce qu'on peut faire quand on est comme moi infirmière de formation initiale, et puis qu'on se dirige avec l'expérience et la maturité vers d'autres modalités d'exercice, quoi. Donc, merci pour ça. Donc, moi, je m'appelle Céline. J'ai 46 ans maintenant et je travaille depuis 2003. Je suis infirmière de formation. J'ai été formée en Normandie. Un peu comme toutes les infirmiers, les infirmières, tu sais, on fait toujours une petite partie où on va travailler très techniquement, mettre en place sur nos premières années ce qu'on a appris en pratique de soins techniques. J'ai fait de la réanimation, des urgences adultes. Et puis rapidement, j'ai suivi mon conjoint en région parisienne et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose. Il a fallu rapidement que je change de service. J'ai fait de la pédiatrie. Et en pédiatrie, ça a été un vrai coup de foudre. Je me suis spécialisée. Je suis devenue puère et j'ai tourné sur des services de médecine, de néonat, enfin partout où peut travailler une puère. Mais déjà, quand on est infirmière, on est déjà assez souple et on va déjà travailler et mettre en œuvre des soins dans plein d'endroits particuliers. Donc en tant que puère, on réduit un petit peu parce qu'on s'occupe des enfants et de leurs parents, mais on est toujours dans cette idée
de changer de là où on va travailler, quoi. Et puis, j'ai rencontré, sur un de mes services, une cadre qui m'a, heu, qui m'a rapidement inclus dans un projet de recherche, et en parallèle, elle m'a permis de pouvoir encadrer des étudiants, notamment puères, mais de tout corps de métier sur l'unité où j'étais, et en goûtant à la fois à la recherche et à l'apprentissage, donc la recherche clinique, hein, sur le terrain, et l'apprentissage, des jeunes professionnels, et ben, je me suis aperçue qu'il y avait, un truc qui m'intéressait là-dedans, dans l'idée, de faire progresser, en fait, ce qu'on sait faire, de s'inscrire quelque part dans l'histoire du soin, et d'améliorer les choses. Rapidement, je suis devenue, donc une dizaine d'années d'exercice, en fait, hein, de terrain, et puis ensuite je suis passée formatrice en IFSI, et là, dans la fonction publique, à l'époque, pour pouvoir être formatrice, fallait être cadre de santé. C'est Donc ce que il j'allais a te dire. voilà. Donc il a fallu que je me plie, mais ça m'intéressait aussi, hein, parce que retourner à l'école, voilà, retravailler, certaines bases, j'en avais besoin, donc ça m'a pas dérangée. Donc j'ai fait l'école des cadres. Et puis là, il me semble que c'était l'école des cadres où pendant 1 an, tu es quand même hors structure, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pendant Ouais. 1 an, tu es immergé dans une institution, dans un Mmh. groupe, dans un autre centre hospitalier que le tien, et tu vas en stage, à l'école, tu reprends des bases à l'université, voilà. Donc ça dure, 12 mois. Je suis revenue en tant que cadre, formatrice. Donc j'ai continué mon quotidien, hein, parce qu'en fait un diplôme ne fait pas, du tout ni l'expérience, ni la compétence, n'est-ce pas? Mmh. Mais j'ai changé de statut, donc je suis devenue cadre. Voilà, une fois cadre, du coup, je suis devenue éligible à certaines missions sur lesquelles ce qu'on appelle les faisans fonction étaient pas, éligibles. Donc j'ai pris en coordination des promotions, j'ai commencé à faire un petit peu plus d'activités transversales sur, mon école d'infirmière, ça s'appelle un IFSI. Et puis après, j'ai choisi de pouvoir, participer à la coordination des établissements. Genre, j'ai pris un IFSI, et puis, le regroupement des centres hospitaliers font, tu vois? Je subis un peu quand même à chaque fois. Quand je te raconte, je m'aperçois que je subis des trucs. Beh, Le c'est reg ce que je disais dans l'intro, c'est-à-dire que tu as changé de poste des fois par choix, mais des fois aussi c'était un peu subi, quoi. Oui, ou reprendre des études aussi, parce que Mmh. du coup, j'ai pris cette coordination, mais le regroupement des hôpitaux fait qu'il y a un deuxième IFSI qui s'est griffé, donc j'avais 2 IFSI, à piloter. En parallèle, j'ai continué mon master, puisqu'à l'école des cadres, à l'époque, tu sortais avec la première année de master, mais il fallait retourner à l'université faire la Et deuxième. Donc, tu vois, pour valider le master, j'ai dû retourner à l'université. Et donc, j'ai fini ce fameux master, donc en parallèle, d'avoir pris du recul sur la formation, parce que quand j'ai coordonné les écoles, j'ai quitté le face-à-face étudiant. mmh. Et puis, pour pouvoir me reconnecter un petit peu, j'ai quand même, j'ai intégré, tu sais, des comités de rédaction de revues, professionnelles. Donc j'ai travaillé, à la rédaction d'articles. Donc là, j'ai renoué un petit peu avec la recherche, et puis en parallèle avec le master, j'ai pu suivre des étudiants d'un niveau supérieur, donc les IPA, les étudiants cadres, je les suivais en mémoire. Donc tu vois, j'ai raccroché quelque part en parallèle, pour pas perdre le goût, tu sais, de la formation. Voilà, après avec l'école, eh ben, une fois qu'on est coordinatrice, d'école, j'avais, malgré mon augmentation de périmètre d'activité, j'ai pas eu d'augmentation de salaire, parce que dans le public, dans la fonction publique, il faut changer, de grade pour pouvoir, changer, de grille salariale, et pour ça, il fallait passer cadre supérieur. Mmh. Donc je suis passée cadre supérieur. Non pas que je le veuille pas, hein, mais pour essayer de progresser un petit peu, tu vois, dans ce que ton investissement, derrière, te permet d'avoir comme retombée dans ta vie familiale et ta vie personnelle. Donc, clairement une retombée salariale. Je suis passée cadre sup, et là, cadre sup, il fallait absolument que je renoue avec du terrain, parce que j'avais pris de la distance avec les soins. J'étais vraiment dans la pédagogie, le pilotage, gestionnaire, commercial des écoles. Mais j'en perdais un peu le sens de ce que vivaient, mes stagiaires et mes étudiants, tu vois? Mmh. Et mes formateurs en stage. Donc j'ai choisi de retourner sur, des services, en fait, et j'ai retrouvé un poste, en tout cas, je suis retournée en pédiatrie, en pédopsychiatrie, et là j'ai piloté un pôle de pédopsychiatrie,
Donc ça représente 250 agents. J'avais 17 unités de soins, donc de l'H2J, de l'hospitalisation, du CMP, voilà, donc répartis sur un grand territoire géographique. Et alors là, ça a été une autre paire de manches. Là, c'est le retour à la réalité. Là, c'est le retour au management avec des problématiques que je connaissais peu ou prou, c'est-à-dire, de l'absentéisme, Mmh. le contact avec, la vulnérabilité des enfants, les difficultés sociales, non pas que je les avais perdues de vue, mais j'y étais moins confrontée quand même. Sur les écoles, on n'est pas sur les mêmes, ambiances d'activité, donc le retour à l'hôpital, sur un poste d'encadrement supérieur a été, m'a demandé du travail, on va dire, m'a demandé une prise de recul. J'ai eu de la chance de tomber sur une superbe direction des soins à l'époque et sur une superbe équipe de terrain et on a fait vraiment du très, très bon travail et du coup, j'ai pu, être mobilisée, en tout cas, dans la fonction publique, ça s'appelle comme ça. On m'a proposé, un poste, d'une autre ampleur, d'un autre périmètre, au vu de mes bons résultats, sur le terrain et je suis arrivée, à la direction des soins, donc adjointe à la direction des soins d'un grand groupe, hospitalier public, de ma région et j'y ai passé une année. Voilà. Et donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, tu n'es plus en tout cas à ce poste-là. Tu as pris un nouveau poste. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur ce nouveau poste que tu as pris? Donc, je sais que c'est assez récent. Là, on enregistre, on est en septembre 2025. Donc, je sais que ta prise de fonction, elle était, voilà, elle est d'il y a, on va dire, quelques semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça, quelques semaines. C'est un peu le moment où j'ai l'impression d'avoir repris la main, sur ma carrière. En tout cas, j'ai fait le choix de sortir de la fonction publique, donc je suis en disponibilité Mmh. et j'ai été recrutée dans une entreprise privée qui s'appelle Forma Santé, sur un poste de manager de pôle. Donc, je suis en responsabilité d'une école, à nouveau, qu'on appelle un institut de formation et je forme, en tout cas mes équipes forment maintenant des ambulanciers, figure-toi. Ce que tu n'avais pas encore fait finalement. Non, je n'avais pas du tout quitté, ma profession initiale, c'est-à-dire le milieu soignant, on va dire, infirmier, aide-soignant et les déclinaisons de ce métier. Mmh. Hem et ça a été vraiment une opportunité, hein. Ça a été un moment, voilà, la découverte de ce poste, la découverte de personnes aussi, hein, parce que ce sont des rencontres quand on Mmh. choisit aussi, de travailler dans une entreprise et puis, l'envie de reprendre la main en fait sur un déroulé, en fait, tu vois? Sur un déroulé de carrière. Voilà, peut-être aussi c'est un moment dans la vie personnelle, hein, qui fait qu'on Mmh. mais je me suis dit, j'ai un peu l'impression que ça s'emballe en fait. Tu vois, je suis arrivée sur un poste d'adjoint à la direction de soins, j'ai pas l'impression, direction de soins d'un hôpital, hein, d'un grand centre hospitalier et j'ai pas eu l'impression d'avoir choisi en fait d'y aller. Non pas que j'ai pas choisi, c'est sûr que j'ai dit oui à un moment, hein, on reste toujours Oui, libre, on t'a pas forcé, mais voilà, personne ne m'a forcée. Néanmoins, tu vois, sur un poste d'adjoint en direction de soins, on se remet dans la posture d'être sur un tremplin, c'est-à-dire de s'inscrire à l'école de Rennes, de passer le concours de directeur des soins, parce que ces postes-là sont destinés à des gens qui veulent devenir directeurs de soins. Ce qui n'était pas l'année dernière ni mon objectif, ni mon projet, ni mon envie. Voilà. Donc il a fallu naturellement que je puisse, retrouver un champ d'activité qui me plaise et puis surtout sortir de là où je pouvais mmh. pas faire autrement. Ça t'avait traversé l'esprit à un moment de faire l'école de Rennes? Enfin, dans ta carrière, à un moment, tu t'es dit, «J'aimerais bien prendre la tête d'une direction d'établissement» ou c'était vraiment quelque chose qui pour toi était pas du tout envisageable? Alors il y a une question de légitimité là-dedans parce que comme je crois maintenant que je suis une formatrice, heu, je pense, de structure, tu vois? Je pense que je suis construite comme étant, à la fois une accompagnatrice et une pédagogue. Je me dis: «Quelle légitimité j'ai à, manager en fait,
des stratégies, des politiques de soins, des stratégies de prise en charge, alors que je suis plus dans la conceptualisation, dans un autre profil en fait. Mmh. C'est toujours du soin, mais sous un autre aspect. Et quand je me suis retrouvée au pilotage et que ça fonctionnait bien, je me suis dit, mais en fait, enfin, c'est pas tant moi que ce que font les équipes, en fait. Et je me suis jamais sentie légitime à revendiquer de pouvoir être formée ou de devoir être formée à faire un métier de direction. Voilà. C'est vrai qu'après, aujourd'hui, enfin, c'est assez, on va dire, comment, heu, décrié tous ces métiers aussi de direction, l'école de Rennes. Hem, on a, certains qui nous disent qu'il faut que les directions d'établissements soient, que ce soit des soignants, ou que ce soit du corps médical. On en a d'autres qui nous disent: «Ouh là là, surtout pas, il faut que ce soit des gestionnaires». Parce que Des c'est vrai qu'il y a administratifs. des administratifs, voilà, ce qu'on appelle nous un peu, c'est un peu le jargon, soignant, hein. Alors c'est vrai que c'est marrant, moi j'ai eu des retours, tu vois, de personnes qui sont pas dans la santé, qui écoutent des fois le podcast et qui ont l'impression qu'on vit dans un monde un peu parallèle. Tu vois, toutes ces notions de dire: «Ce sont des administratifs». C'est vrai que ça fait un peu, comment dire? Pas dégradant, mais on pourrait se dire, ce sont pas des soignants. Donc automatiquement, ce sont des administratifs ou ce sont des techniques. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette différence qu'il peut y avoir, je trouve, dans la santé. Notamment aussi, tu vois, quand tu dis, heu, nous, dans les hôpitaux publics, il faut être cadre. Il faut avoir fait l'école des cadres. C'est Alors vrai je que le t'ai cité statut ces cadre, c'est assez étonnant, hein, oui. alors moi je l'ai vécu aussi. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait une carrière un peu plus privée que toi, mais c'est vrai que c'est quand même très marqué de dire que on peut dire qu'on est cadre quand on a fait l'école des cadres. Après, il y a les histoires de faisans fonction aussi, et c'est vrai que ça peut être déroutant, quand tu vois dans d'autres secteurs qui ont rien à voir avec la santé, que tu travailles, je sais pas, dans l'informatique, dans la tech ou autre, il y a pas ce côté très marqué, cadre égale avoir fait l'école des cadres. Mais complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, moi, quand je te dis, il faut avoir fait, c'était à l'époque, hein, où, Mmh, oui, donc il y a une bonne dizaine d'années maintenant, un peu plus de 10 ans. En effet, à l'époque, il fallait passer par là parce que, ben, déjà parce que, légitimement, dans les grilles salariales, mmh, était nommé sur le un cadre était nommé sur ce genre de poste-là. Il fallait avoir le diplôme, en fait, pour pouvoir être, en responsabilité, de ces activités pédagogiques. C'était comme ça. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas puisque, dans le référentiel actuel, il suffit d'être infirmier, en fait, mmh, disposant d'une certaine expérience, plus ou moins, ayant un master. Mais ça a bougé quand même et c'est pas plus mal. Mais en effet, c'est très propre à la fonction publique en tout cas de, passer par, heu, l'objectivation de la compétence de la personne et ben, cette objectivation-là, ça va être un diplôme en fait mmh. et C'est, ouais, un diplôme. Il y a un décalage, j'ai l'impression, entre ce que peuvent vivre, mes amis ou d'autres professionnels dans le privé et ce que nous, on vit dans la fonction publique où en fait, tu revendiques, ton poste et ton périmètre de responsabilité au regard du niveau de diplôme auquel tu as eu accès ou lequel tu as validé, quoi. complètement. C'est et ça nie et ça nie quelque part l'individu, Mmh, la capacité de l'individu, l'expérience de l'individu, mais aussi le projet qu'a cet individu d'évoluer. C'est-à-dire qu'on fixe par, ces modalités de recrutement ou de reconnaissance des gens sur leur poste, on les fixe à un instant T dans mmh, l'univers, à un moment d'un calendrier et à un endroit dans l'espace et on estime que ça ne bougera pas. C'est-à-dire que tu es titulaire de ce diplôme, OK, tu peux le faire. Mais en fait, c'est pas parce que je ne le suis pas que je ne pourrais pas le faire demain et c'est pas parce que je le suis aujourd'hui que je peux mieux le faire, qu'hier, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, complètement. Mais c'est aussi, tu vois, les sujets aussi des faisans fonction. Moi, je sais que j'avais, dans un ancien hôpital où j'avais travaillé, c'était un hôpital, qui était, privé, c'était une association. On avait, des cadres de service, qui avaient fait l'école des cadres et puis on avait les faisans fonction, qui n'avaient pas fait l'école des cadres. Certains avaient un master, mais ils étaient quand même faisans fonction, tu vois? Oui, et alors ils sont faisant fonction et en acceptant d'être faisant fonction, dans le public, ils se destinent en fait à passer à un moment par la case de Mmh, cette fameuse école dont je te parlais, ouais, qui est l'IFCS. Et c'est c'est ça. vraiment un état d'esprit, hein, c'est vraiment très englué puisque, mais ça passe aussi par la rémunération, tu vois? Parce Ah bah, que c'est c'est oui. cette histoire de grille. Mmh, complètement. Il y a une vraie question aussi de rémunération derrière. Il y a le statut, bien sûr, qui est important, mais c'est vrai qu'aux yeux, tu vois, des équipes que tu manages derrière, il peut y avoir aussi une certaine incompréhension. Il y a les faisans fonction, je me rappelle, enfin, on en avait discuté donc, avec un épisode avec Loïc Martin que tu connais très bien puisque c'est grâce à lui qu'on fait cet épisode aujourd'hui. Mais c'était, vendredi, je suis infirmier, lundi, je suis faisant fonction cadre. Et puis, bah, dans le week-end, il s'est rien passé, hein. Oui. Et ben, Voilà. et c'est en ça aussi que la formation de cadre, elle est pas à négliger non plus, puisque cette année d'études te permet de t'extraire, tu vois, de ce quotidien et de pouvoir aussi grandir dans la prise de recul que tu as sur tes expériences, mais aussi dans les opportunités que tu vas avoir de rencontrer, de discuter, de partager. Complètement. Et dans ce cas, ce qui est dingo, c'est qu'on ne propose pas cette année d'emblée parce Mmh. que, l si on veut que les gens puissent avoir cette période de rupture et de réflexion, il faudrait pouvoir leur permettre, de la vivre en amont d'être mis en poste. Sauf que tu te rends bien compte que si tu ne les mets pas d'abord en situation, et ben, tu ne peux pas, te dire que tu vas t'engager dans le financement d'une formation d'un an qui va coûter à l'institution. Parce que si il ou elle n'est pas le bon profil, ne s'y sent pas bien et ne s'épanouit pas bien, et ben, elle ne va pas poursuivre dans cette voie-là. Et une Mmh. fois que tu es devenu cadre, et ça je l'ai vécu et on peut en parler, ou une fois que tu es spécialisée, comme c'est mon Mmh. cas, je suis puéricultrice, tu as énormément de mal à envisager de revenir à une activité, Mmh. on va dire, qui est celle de ton niveau initial de formation. Tu vois? Il faut sortir du public, donc il faut aller dans le privé, et ça, c'est dommage. Ouais, c'est très, très cloisonné, et Très puis tu as cloisonné. ce que tu disais, c'est un peu l'étiquette, Céline, elle est puéricultrice, quoi, voilà. C'est, faut pas qu'elle fasse autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est Oui, c'est dommage. ça. Mais par exemple, je veux travailler en gériatrie, oui, mais tu es puéricultrice. Oui, alors puéricultrice, ça veut dire que j'ai atteint un certain niveau de compétence, mais ça veut pas dire que j'en ai oublié mon métier initial. Et puis, Mmh. certaines spécialités se recoupent complètement. Puéricultrice, c'est une professionnelle qui est, spécialisée dans la gestion de la dynamique familiale, d'un âge vulnérable de la vie, qui est celui de la fin de vie. Mais tu vois, enfin, c'est complètement transposable au début de la vie. Et puis un cadre de Complètement. santé, en tout cas, quand il est infirmier, mais ça marche aussi pour les autres métiers, hein. Un cadre, n'en reste pas moins un professionnel qui a été formé et qui a son expérience de terrain. Mmh. Complètement, complètement. C'est vrai que on a vu, voilà, que dans ton parcours, tu avais quand même, bah, fait énormément de postes. À quel moment, tu as commencé, en fait, à manager des équipes? J'ai commencé à manager des équipes à partir du moment où j'ai pris la coordination des écoles, dont je te parlais tout à l'heure. Les OK. 2 écoles d'infirmières, ouais. Et là, j'ai commencé par manager une équipe de cadres, du coup, Mmh. puisque, c'était des formateurs. Et le gap entre manager, je pense, une équipe, de professionnels, de terrain de ton métier initial et celui du degré de qualification supérieur, le gap est un petit peu compliqué, à appréhender. Non pas qu'on n'y arrive pas, mais il y a des stratégies à mettre en place et il y a une bonne connaissance, notamment de la posture, à devoir mettre en œuvre, en fait, Ouais. pour être à la fois, écouter, pour être crédible aussi, et puis pour ne pas se laisser, complètement envahir en fait par, des problématiques qui sont plus les tiennes quand tu gères, l'équipe. Tu aurais aimé, en fait, plutôt avoir
un statut, enfin, manager des équipes au sein, tu vois, de ton hôpital, dans un service, tu penses que ça aurait été plus simple au départ pour toi? Ça aurait été, plus simple de l'avoir vécu, c'est vrai. Ça aurait été plus simple. Dans l'idée d'avoir voulu le faire, hein, c'est toujours ça. Ouais. C'est-à-dire que plus j'ai avancé, tu vois, dans mon profil professionnel et plus j'ai, drivé et managé des équipes et plus je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas ça vraiment. C'est peut-être pas ça vraiment, qui me plaît. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis sur une toute petite équipe. Donc j'ai avec moi, 3 collaboratrices et puis une dizaine de formateurs, vacataires qui sont des formateurs occasionnels qui viennent travailler. Eh bien, je me sens bien plus à l'aise et bien plus proche de l'activité que je manage, en ayant un degré de responsabilité qui est toujours le même, hein, mais je me sens bien plus proche que lorsque je l'ai été, bah, sur la direction de soins, par exemple. Ouais. Où Je me je tu tu es sur le même en fait, tu es sur les mêmes missions de ta fiche de poste, hein, tu es sur mmh, les mêmes attentes, sauf que le le périmètre fait que tu te sens plus ou moins à l'aise et si j'avais pu gérer une équipe plus petite, c'est-à-dire, c'est pas tant le degré de qualification des gens que j'ai gérés, peut-être, que, la taille et la proximité du terrain. Gérer l'équipe, d'infirmiers et d'aides-soignantes dans un service m'aurait permis d'appréhender ça à une échelle maîtrisable. Tu vois mmh, ce que je veux dire? ouais. Ouais, c'est je vois très, très bien. Moi, je sais que j'avais été mis voilà, dans des postes de management, sans, bah, moi avoir été, on va dire, formée, voilà, c'était un peu la situation, un peu de manière exagérée, mais vendredi, je suis infirmière, puis lundi, tu autre chose. Et c'est vrai que moi, ça m'avait, je trouve, émotionnellement parlant, heu, c'est déroutant. Surtout que moi, en plus, mes premiers, alors moi, j'avais managé des infirmiers avant, donc ça allait parce que disons que je connaissais bien le métier, je connaissais bien mon service, donc c'était facile. En tout cas, j'avais cette connaissance-là. Après, tu as quand même ce statut de dire: «Je manage mon ancienne équipe», très compliqué aussi, Ouais, parce que là, complètement. d'un coup, pareil, tu sais pas ce qui s'est passé en 2 jours, mais ça y est, maintenant, je suis votre manager, donc ça aussi, c'est pas évident. Donc la posture à avoir, quand tu connais pas, bah, tu adoptes plusieurs postures. Moi, je me rappelle, j'avais une semaine, j'avais ça, une autre semaine, je faisais autrement parce que, bah, tu apprends sur le terrain, très clairement. Et puis il y avait aussi ce côté, qui toi tu as comme manager, qui est là pour t'accompagner, dans ces premiers pas où tu vas devoir gérer de l'humain. Alors tu gérais de l'humain avec tes patients, c'est sûr, mais tu les gères quand même pas tout à fait pareil. Là tu gères, des collaborateurs, le but, pour moi en tout cas, c'était de pouvoir aussi m'appuyer sur eux, les faire grandir, que nos patients se sentent bien, c'était ça, aussi l'idée. Mais il fallait aussi que au-dessus de toi, tu aies, des personnes qui soient là pour toi. Un manager isolé, c'est hyper compliqué, surtout sur une prise de poste. Alors c'est très, très compliqué d'être isolé, ouais. C'est et pourtant ce sont des postes qui sont, rapidement isolés, notamment parce qu'on en arrive à la mutualisation, en fait, Mmh, des périmètres de direction ou de management et qu'on se retrouve aujourd'hui avec, alors, il y a aussi une crise des vocations, hein, qui entre, on a moins d'infirmiers, donc on a moins de cadres et on a moins de derrière, moins de possibilités de faire encadrer nos infirmiers et nos équipes. Tu comment dire? Tu Cette histoire d'être toujours dans le fil de ta formation initiale, c'est à mon sens ce qui va te rendre, ce que tu disais tout à l'heure, crédible mmh, et légitime aux yeux de tes équipes, quel que soit leur rang de qualification, vraiment. Et à partir du moment où tu es managé toi, de loin, sur un grand périmètre, sur plusieurs unités par un manager qui ne connaît pas ton activité, c'est là que tu te demandes, comment tu vas faire, en fait. mmh. Quand tes problématiques sont déconnectées de celles de celui qui te manage.
Donc, Mmh. j'ai eu de la chance d'avoir eu, jusque-là managé des postes pour lesquels, on était, les équipes étaient très, très ouvertes, très transparentes et où on n'avait pas de grosses difficultés, heu, hem, on va dire de collaboration. Par contre, j'ai eu des postes où j'ai été managée par des gens qui ne connaissaient absolument pas, ou la pédagogie ou le soin qu'on pouvait prodiguer, par exemple. Mmh. Est-ce que tu as eu toi des, comment dire? Des exemples, tu vois, de managers que toi tu as pu avoir dans ta carrière où vraiment tu as pu t'inspirer d'eux, pour justement arriver à faire tes premiers pas, de management ou pas du tout? Ou alors au contraire, c'était l'effet inverse, se dire: «Ouh Ouais. là, non, surtout je ne vais pas reproduire ce que moi j'ai vécu». Ouais, le contre-exemple, beaucoup. Ouais, bah, c'est Alors, ça. j'ai croisé un exemple, qui a été, longtemps un mentor, dans ma prise de dans mon évolution, en fait et dans ma prise de responsabilité dans mes décisions. Par exemple, d'étudier, tel sujet ou de m'intéresser à tel sujet ou de m'inscrire dans tel appel à projet, voilà. Vraiment là, j'ai rencontré quelqu'un qui a été, vraiment très prégnant dans ma vie professionnelle et puis, force est de constater que suite à cette rencontre-là, peut-être un coup de foudre professionnel, j'ai rencontré peu de gens qui arrivaient, à cette hauteur-là Mmh. et je me suis construite beaucoup sur du contre-exemple ou sur du mauvais vécu, quelque chose qui moi m'a mis en difficulté, m'a mis mal à l'aise, beaucoup centré sur mon émotion, à moi et beaucoup centré sur l'émotion négative. Ouais. Ouais, Et c'est vraiment dommage, parce que, heu, en arriver à mettre en place quelque chose pour ne pas faire quelque chose, c'est très compliqué dans un cerveau humain et c'est aujourd'hui maintenant, après plusieurs années que je me dis, il faut réfléchir à l'envers en fait. Tout se passe bien, tout va bien et parfois on a une difficulté, une problématique qui nécessite un réajustement. Mais sortir de ce carcan de, comment je vais faire pour m'en sortir? Elle ne me guide pas bien, je ne suis pas correctement, managée, je ne suis pas correctement drivée et c'est pourtant ce que j'ai fait pendant longtemps, de de constater ce qui me manquait plutôt que ce que j'avais. Est-ce que tu as l'impression que le management d'équipe en santé, c'est pas le même que d'autres secteurs? Est-ce que Ouais, tu c'est pas le penses que, voilà, manager en santé, on n'est pas du tout sur, du alors, management qu'on peut avoir, ailleurs? c'est le même et c'est pas le même. C'est le même parce que, tu manages une équipe, heu, ton rôle est le même, tu dois faire en sorte que cette équipe produise à la fin quelque chose conformément à un cahier des charges, conformément à une grille de qualité. Tu dois faire en sorte que l'activité du système pour lequel tu travailles, se mette en place correctement et selon les bonnes procédures. Donc en fait, on est là-dedans et tu as en responsabilité, c'est-à-dire que sous ta hiérarchie, tu as des gens qui travaillent de manière à te rendre des comptes pour que tu puisses prendre des décisions. Ça, c'est la même chose. Par contre, là où on a quelque chose de très différent, c'est que tu ne produis pas n'importe quelle activité et tu n'as pas n'importe quelle finalité. Ta finalité dans le soin, c'est la vie et la vie, c'est quelque chose de sacré, que ce soit la vie des patients en bout de chaîne, mais aussi la vie des familles. En fait, on ne fait pas que soigner une personne, on soigne une personne et au travers de cette personne, on prend soin de ses enfants, de ses parents, de ses amis. Et du coup, notre prise en charge de la vie d'une personne rayonne, déteint. Quand on prend en charge une personne et qu'on donne des soins à une personne, en fait, on déteint sur 15 personnes. Et ça, c'est hyper important parce que si on met pas la vie et le sens sacré que peut avoir la vie dans notre activité, on en arrive à commercialiser un bien et on en arrive à se raccrocher à ce que tu disais. Est-ce que je manage une équipe, voilà, chez Decathlon, tu vois ce que je veux dire? Je dans un restaurant, et dans ce cas, bah, mon produit, il est conforme, il est de qualité, et cetera. Sauf que non, ton produit peut être conforme, peut être de qualité. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que
l'impact sur tous les humains qui vivent autour de la personne qui a reçu ces soins soit quelque chose de positif et de bénéfique. Mmh. C'est Ouais. en ça la relation et le côté sacré de l'humain, il y a quelque chose de très solennel là-dedans et c'est là, je pense, la différence entre manager une équipe dans un domaine de soins et manager une équipe ailleurs. Mais parce que je fais partie du domaine des soins. Si j'avais été militaire ou si j'avais été Oui. responsable d'un parc animalier, tu vois, j'aurais certainement eu un autre discours. Est-ce que tu as l'impression que la vision du management, tu vois, dans la santé aujourd'hui, tu as l'impression qu'elle est archaïque alors, dans sa structure, comme on en a parlé tout à l'heure, du notion de cadre, d'échelon, et cetera. Alors bon, ça, on en a parlé, mais plutôt, tu vois, est-ce que tu as l'impression qu'on est sur un management assez ouvert, où on peut alors on parle maintenant, moi je lis beaucoup de management type Montessori, ça se fait de plus en plus. Est-ce que tu as l'impression que la santé, on est prêt à prendre ce virage, aujourd'hui ou c'est quelque chose de toi, de ton regard qui, voilà, c'est plutôt bloqué? Tu vu mon sourcil qui se soulève? Oui, j'ai vu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est rare quand on a son retour comme ça et donc du coup, j'ai vu mon sourcil, donc j'ai vu mon non-verbal. Eh bien, écoute, je pense qu'on est encore en train aujourd'hui, dans le domaine du soin, mais que ce soit privé ou public, hein, Ouais. d'écumer 100 ans, 150 ans d'histoire et qu'on est encore aujourd'hui dans la déconstruction d'un schéma archaïque, dans la déconstruction, j'ai bien dit, hein, Mmh. d'un schéma qui me paraît aujourd'hui archaïque, dans lequel hem, l'infirmier, oserais-je dire l'infirmière, c'est-à-dire dans lequel le professionnel est une femme, le professionnel ou la professionnelle de l'époque était dévouée. hem, il y a tout cet ordre religieux, hein, Mmh. dans la construction de l'histoire, et puis il y a tout ce côté, la femme prodigue, en tout cas l'infirmière prodigue, mais ne décide pas et elle ne décidait pas en étant, du côté du corps et du côté du malade, physique et pas vraiment du côté de la clinique et cetera. Et aujourd'hui, on est en train de déconstruire ça, mais on le déconstruit encore, c'est-à-dire que ce n'est pas, à mon sens, terminé. Ce qui fait que derrière, tu peux pas avoir un management qui soit, moderne, parce que quand tu es encore en train de remodeler avec des bouts de passé, en fait. Et pourtant, tu es obligé de faire autrement parce que là-dessus se greffe la transformation générationnelle, la transformation sociétale, la transformation politique qui t'oblige à revoir ta copie. Tu peux pas faire autrement. Donc, on est, à mon sens, dans une période de tension qui fait que c'est pas le management ou la théorie du management actuel, heu, qui pose problème, hem, c'est plutôt l'environnement et la structure dans laquelle même va prendre pied ce management, tu vois? Et je dirais pas qu'on est archaïque parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose, aujourd'hui, on est dans une période de transformation. Par contre, de cette transformation restent encore, quelques petits noyaux, durs, C'est le village gaulois, quoi. C'est ouais, qui posent encore un petit peu problème parfois, ouais. mmh. Moi, enfin, tu m'as tendu la perche à un moment, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a le côté, la vision de ce qu'a la société, des professionnels de santé. Je pense que tu l'as déjà vécu dans ta carrière, mais une femme, médecin versus un homme médecin, le patient va plutôt appeler, l'homme médecin docteur parce que ça lui paraît logique et un infirmier homme va être appelé docteur souvent par le patient. Rarement, tu sais, bah, moi on m'a jamais appelé, docteur alors qu'on était tous habillés pareil, tu vois? Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a la vision sociétale de ce qu'est aussi l'hôpital aux yeux de la société. Et comme tu Ouais, disais, il y a un c'est très héritage. ancré, il y a un Mmh. héritage derrière. Il y a un héritage derrière et puis tu vois, c'est très genré, le pompier est un homme, le conducteur de l'ambulance, bah, là, tu vois, je suis dans une école Mmh. d'ambulanciers, beh, c'est un homme, Ouais. ce qui fait que
c'est pas qu'on s'émeuve ou qu'on soit étonné d'avoir une femme dans le groupe des ambulanciers, mais néanmoins, naturellement, quand tu imagines euh, tu vois, un transport sanitaire, tu imagines des hommes. Pourquoi? Parce que tu es formaté par ça. Mmh. Parce que tu t'es construite intellectuellement sur ça, parce que l'image qu'on t'a montrée de ce qu'était une situation d'urgence était celle avec une représentation masculine. Et c'est pas que ce soit bien ou pas bien, on juge pas du tout ça et on n'a pas à le juger. C'est juste qu'aujourd'hui, on constate que du coup, on a construit dans le monde de la santé des sortes de stéréotypes euh, voilà, qui sont parfois difficiles à remettre en question. Ouais, complètement. Et quand bien même tu es 80% de femmes dans le milieu des soins, notamment les soins infirmiers, donc tu as forcément la même proportion d'encadrants, et ben aujourd'hui, on va plus facilement demander le cadre ou si quelqu'un se présente dans un couloir et même si c'est un stagiaire ou et ben on va lui dire est-ce que c'est vous le responsable de l'unité? Oui, c'est Mmh, malgré que il y a plus de femmes qui travaillent dans ce domaine-là. Mmh. complètement. Comment tu as géré, tes relations avec le corps médical? Moi, c'est vrai que c'est souvent un peu tabou, hein, quand même comme sujet. Un petit peu moins aujourd'hui, on commence un petit peu à en parler. Comment ça se enfin, même pas en tant que posture de manager, hein, même quand toi tu as été infirmière, puis puère, comment ça se passe à l'hôpital public et tes relations avec le corps médical? Alors comme je te disais, on est, dans le domaine de la puériculture encore plus, on est dans un monde très féminisé donc on peut considérer, cette question au travers vraiment de la relation, interprofessionnelle plus que celle du genre. J'ai rencontré peu de médecins, hommes, dans ma carrière. Donc si on généralise, on peut aller, mais on peut parler après du genre, hein, si tu veux. Mais, du côté, plutôt interprofessionnel, sont des relations, qui sont pas toujours très simples. Alors il y a le côté personne, c'est-à-dire le côté, on 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 s'articule bien, toi et moi, humainement, que tu sois médecin ou pas, ou on s'articule pas. Voilà. Mais dans l'idée où ça s'articule bien entre toi et moi, même si tu es médecin et que je suis infirmière, j'ai quand même été régulièrement confrontée à un sentiment de ma part qui était celui de je manque de reconnaissance. Euh, j'ai envie de te dire que je ne suis pas qu'une infirmière. J'ai envie de te montrer que mon raisonnement clinique, il tient la route. Et puis quelque part, ça m'est arrivé très très souvent, mais avec le recul maintenant, j'en souris, mais il m'est arrivé très souvent, notamment vis-à-vis des internes, tu sais, qui sont ces, Mmh. ces Mmh. étudiants en médecine, parfois très avancés dans leurs études, euh, d'adopter cet air un peu condescendant parce que j'avais 10, 15, 20 ans d'expérience derrière moi et que je lui dis, écoute, mon petit lapin, cet enfant, son signe clinique, c'est ça, ça et ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça va revenir positif à la ponction lombaire, c'est comme ça. Et j'en jouais, ce qui fait que je me suis toujours sentie dans cette espèce de rivalité, tu vois? Et je n'arrive pas à identifier si c'est en lien avec, mon propre parcours, ou si c'est en lien avec cette charge historique qui est celle que, eh bien, la prescription est une prescription médicale, et toutes tes études, tu es formée comme ça, hein, il faut que tu sois rigoureuse dans le suivi, mais tu dois aussi être assez forte et assez certaine de toi pour dépister une erreur de dosage. Hem, donc, tu vois, c'est en tout cas pour ma part, heu, ce sont des relations qui, sont pas forcément les plus faciles, dans laquelle je me suis parfois, très épanouie avec, des personnes très à l'écoute, mais maintenant je sais que ces personnes avec qui ça passait très, très bien sont des médecins qui ont su me prouver à un moment, leur capacité à lâcher prise, leur capacité à me dire qu'elles ne savaient pas ou qu'elles avaient besoin de moi, tu vois? Mmh. Ouais, enfin, je vois très bien, moi, ça me remémore beaucoup de souvenirs aussi, tu vois? Moi, j'ai eu plus affaire à des médecins hommes que des médecins femmes, parce que voilà, c'était d'autres services. Moi, j'ai pas fait très peu de pédiatrie et c'est vrai que les relations, elles étaient, compliquées,
Moi, je pense aussi qu'il y a la notion d'études aussi de médecine qui les formate quand même beaucoup. Euh, Peut-être beaucoup moins aujourd'hui. J'ai l'impression aussi que il y a une question aussi générationnelle. On y reviendra aussi parce que là, on s'intéresse qu'aux médecins, mais euh, sur des anciens médecins, tu vois, il y a encore quelques semaines, on parle beaucoup des IPA. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je m'offusque énormément de voir que certains médecins sont contre les IPA, contre le fait que les IPA pourraient prescrire. Euh, et c'est vrai que c'est là où tu te dis, il y a ce côté très ancré de la posture du médecin, qu'un médecin, il prescrit une ordonnance de médicaments aux patients. Euh, et on a du mal aujourd'hui, alors qu'on sait que notre système de santé, il a besoin d'avoir un renouveau, il a besoin de fonctionner différemment. Je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais on ne peut pas, voilà, et on a l'impression qu'il y a certaines choses, on ne peut pas le toucher. Oui, mais tu sais, je pense aussi qu'il y a il y a une part de responsabilité de la part du corps des infirmiers aussi, parce qu'on est, alors je parle toujours en globalité et je parle toujours de mon expérience, hein, loin de moi l'idée de généraliser, mais j'ai l'impression que le corps infirmier est un corps qui n'est pas très bavard et qui revendique un certain degré de reconnaissance et de valorisation professionnelle sans derrière se donner ni le temps, peut-être, je sais pas si c'est une question de temps, mais ou peut-être c'est une question de temps, tu vas me dire, mais de se donner les moyens d'expliquer en quoi consiste leur métier. Je reste persuadée que même autour d'un café, même dans un vestiaire, même, hem, même au self, tu vois? Il y a des moments, même quand on va au parking, on descend prendre notre bagnole, ce sont des moments qui sont informels, donc des moments qui ne prennent pas forcément sur le temps de travail, tu vois? Et ce sont des moments dans lesquels tu peux faire du lien et expliquer. Et je pense que nous sommes, en tout cas chez les infirmiers, c'est le métier que je connais, hein, mais un groupe qui revendique beaucoup, mais qui derrière met en place peu de choses pour. Tu vois, moi qui ai fait pas mal, toi, j'ai écrit un petit peu, j'ai fait pas mal le tour des revues professionnelles, etc. Euh, En fait, on écrit pas, on, Mm. on lit, mais une fois qu'on a lu, on donne pas notre avis, tu vois. Non. On ne monte pas de groupe de lecture. On peut très bien avoir, tu vois, l'idée de faire un groupe de lecture pro, de prendre 5 minutes avant le staff du matin pour aller discuter d'un sujet. On ne le fait pas parce que il y a une espèce de couche d'humilité, mais c'est de l'humidité, j'allais dire, tu vois. C'est de l'humilité humide. Ouais. Tu Mal vois, placé, j'ai envie de rempli, dire. Ouais. ouais, Mm. rempli mais moi, je suis qui? Mais moi. Oui, mais je suis quand même une infirmière de 20 ans d'expérience, on va dire ça à 8 heures du mat. Et puis en fait, à midi au staff, on va dire non, mais je vais quand même pas prendre la parole. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? C'est Et ça, ça. c'est très. Je sais pas d'où ça vient. J'ai fait beaucoup de formations et ça a été vraiment un des grands principes de mes interventions en amphi, c'était mais Heu, vous avez non seulement vous avez le droit, mais vous êtes capable de. Voilà. Prenez la parole, expliquez et on ne peut pas dire, «Oui, c'est incroyable, tel médecin, tu te rends compte, il veut pas, qu'on reprenne cette infirmière qui est devenue IPA ou quoi». Non, je suis désolée, ça n'existe pas. Aucun enfin, il y a un moment où on s'assoit autour de la table, on explique, on parle de projet, on parle de compétences, on parle à un moment d'un besoin, hem et du bénéfice que va apporter, la les nouvelles capacités de cette personne. Mais on peut pas, se contenter d'un «non», en fait, tu vois? Et encore plus quand on est, je pense, le cadre qui pilote l'unité en question ou la cadre sup Oui. qui pilote Et qui l'unité en est, question. Après, c'est c'est ça. facile à dire. Maintenant, je veux dire, je suis en deuxième partie de carrière, j'ai essuyé, pas mal de situations. C'est peut-être plus facile à dire maintenant et voilà et avec le recul, je retiens en tête, ce qui a été plus facile. Mais bon.
Ouais, mais je pense qu'après ça te forge aussi. Je pense qu'on fait tous des erreurs dans notre posture de manager. Heu, pour ma part, ce qui est important, c'est de dire aussi qu'on en a fait, notamment, aux équipes. Ça c'est clair pour moi. Mais, c'est comment dire? Je pense qu'on doit passer par ces erreurs-là. Moi, je connais pas en tout cas de manager, moi j'en ai eu, tu vois, beaucoup. Alors c'est marrant parce que moi j'ai eu des managers qui sont tous très différents. J'ai eu l'impression, tu vois, de pouvoir aussi à chaque fois m'inspirer de certains ou de certaines choses. Tout n'était pas parfait, mais c'est bien normal. Mais il faut qu'on arrive à des fois à se confronter à certaines erreurs et surtout dire aussi qu'il y a des fois où on ne peut pas faire cette fonction. Moi, c'est ça que ça m'avait beaucoup marqué quand on a échangé la première fois. Tu avais pas encore changé de poste et je me suis retrouvée quand tu disais: «Mais, je me sens pas, tu vois, je suis pas à ma place, en fait» et moi, je me suis retrouvée vraiment dans cette posture-là. À un moment, je manageais, à peu près 150 agents et je me disais: Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens pour moi». Je pense que Ouais. quelqu'un peut très bien le faire à ma place, mais moi, en tout cas, j'en suis pas capable. Et ça, je trouve que c'est très difficile dans la santé de pouvoir dire ça en tant que manager, dire: «Non, moi ça, je peux pas le faire». Mais oui, parce que tu te traînes une espèce de culpabilité. Mmh, C'est peut-être en lien aussi avec cette confiance en soi. Tu te traînes une culpabilité parce que tu vois, tu te dis, «Je suis sur un poste, à responsabilité, je m'en sors tant bien que mal, mais je donne tout, je donne 10 heures par jour, je donne mmh, 12 heures par jour, je donne 14 heures par jour». Heu et puis ma foi ça fonctionne bien. Mmh, c'est difficile de dire: «Je suis entre guillemets "performante", mais cette activité ne me plaît pas». C'est difficile parce que tu te dis: «Si je suis performante, c'est que je fais du bien, on va dire, à mes équipes, aux patients et cetera. Si je me retire, qu'est-ce qui va se passer?» Et c'est difficile, tu vois? Il y a un vrai équilibre entre, ça se passe bien, donc j'en tire un bénéfice secondaire parce que je suis, valorisée et encore une fois, je récupère quelque chose de positif concernant mon travail et c'est en fait, c'est moi, mon travail. mmh. Et puis si je pars, bah, je risque de le perdre et c'est surtout que, heu si je pars de ça, qui va faire aussi bien que moi? Et ça, c'est aussi du bénéfice de se dire: «Qui va le faire aussi bien que moi?» Mais comme tu as pas le droit de penser ça parce que c'est très, narcissique et ben, tu te caches derrière une culpabilité en disant, «Je ne peux pas partir, je ne peux pas les laisser», Complètement. c'est il y a aussi quelque chose de très féminin là-dedans. Il y a quelque chose de Ouais. Tu as l'impression que le fait que on soit une profession ou un secteur, parce que je pense que ça peut se retrouver sur d'autres professions de santé, hein, très féminin, il y a ce côté aussi, comment dire? Pas rabaissant, mais où on est de suite plus en retrait, moins en confiance. Oui, il y a une sorte cette fameuse humilité, hein, elle est très, enfin, elle est très présente et tu vois, en direction de soins, ça j'en ai tiré une super expérience, c'est qu'en fait, je n'ai pas que encadré, des pôles de soins, purs, j'ai encadré aussi, tu vois, la pharmacie, l'imagerie, et là, sur l'imagerie, par exemple, on est sur un pôle, Heu, déjà le cadre sup était un homme et puis on a, plus de garçons. Tu vois? Il y a plus Mmh. d'hommes Mmh. dans ce milieu C'est qui est vrai. un peu plus technicisé et cetera et ben, du coup, quand on se retrouve à travailler en groupe, tu t'aperçois que l'état d'esprit n'est pas le même. Mmh. C'est plus pragmatique. Alors tu vas me dire: «C'est plus pragmatique parce que ce sont des machines ou» non, parce que la finalité, c'est toujours la même derrière, c'est toujours la vie et le patient qui est dans la machine. Donc ils ont comme en je sais pas, en gastro, ils ont la même finalité de leur activité de travail et pourtant c'est bien plus pragmatique, bien plus, heu, c'est-à-dire terre à terre. Ça ne s'emballe pas. L'urgence n'a pas la même, tonalité, tu vois? Les conséquences d'une action ne vont pas être envisagées de cette manière, heu, où, on va se dire: «Est-ce que je suis capable de?» Le sens du groupe, le sens de l'équipe n'avait pas la même, on va dire ça sonnait pas dans le même ton, tu vois? Mmh. Ouais. Alors c'est peut-être aussi très local, hein, c'est peut-être une expérience très locale et c'est peut-être pas comme ça, partout ailleurs, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Le, mmh
Et puis, bah là, moi qui suis immergée depuis 3 semaines dans un milieu plutôt masculin. Et oui, c'est ça, tu vois, le côté paradoxe quand même de ta carrière. C'est que, infirmière puéricultrice quand même, donc oui, un milieu plus féminin, et là tu arrives quand même, dans le stéréotype, ambulancier, gros bras musclés, et il faut que tu gères ça. Est-ce que bon là, ça fait que quelques semaines, donc je pense que tu as peut-être pas encore un recul énorme. Tu as l'impression que c'est une vraie prise de risque pour toi, d'avoir pris ce poste? Alors, dans toutes les prises de poste, il y a un risque. Mais en fait, d'un point de vue purement des relations, de collaboration, je me sens, hem, bien plus légère dans une équipe, Mmh. d'hommes, et je l'avais jamais testé, hein, que dans une équipe de femmes. Pour te donner un exemple, je suis allée, il y a très récemment au congrès, des fédérations, d'ambulanciers, de France. Donc j'y suis allée avec, mon responsable et un de mes collaborateurs directs, qui sont 2 hommes. Les alors, passé le côté un petit peu, on fait connaissance, hein, parce qu'on venait juste de se rencontrer, l les relations ont été, ben, plus faciles. La glace a été rompue, bien plus naturellement, hem encore une fois, c'est cette histoire de, on l'importance n'est pas mise au même endroit. Je me sens moins investie de prouver quelque chose. Je me sens peut-être moins jugée, bon, pour te donner un exemple, tu vois, on est dans un bâtiment, sans décoration, hem, on va dire factuel. Il y a des murs, des chaises, des tables, et la première chose que je me suis dit en rentrant, c'est: «Waouh, ça manque d'une touche, ça manque d'une touche féminine, ça manque d'affiches, ça manque de», tu vois, ce côté un peu, c'est super stéréotypé ce que je dis, non? Non, moi je trouve bah, après tu vois, c'est maintenant on dit que tout est stéréotypé, alors c'est vrai que c'est compliqué, mais non, non, moi bah, alors moi tu vois Ça l'anecdote reste qui un me vient milieu de suite, très mais masculin, oui, quoi, c'est mais bien sûr. Moi je me rappelle, j'ai eu que des directeurs d'établissement, hommes, toujours. Et une fois, j'ai une directrice qui se reconnaîtra, j'espère qu'elle écoutera ce podcast, qui est arrivée, et la première chose qu'elle nous a dit, on nous dit mais vraiment c'était elle a réuni tous les cadres, c'était tr on se disait: «Mais qu'est-ce qu'elle va nous annoncer?» Elle dit: «Maintenant, c'est terminé. Je ne veux plus voir de scotch double face sur vos affiches. C'est plus possible. C'est moche, c'est sale, vous affichez tout et n'importe quoi. Maintenant, tous les affichages, ça passera par moi. Parce que il faut que ce soit quand même un minimum esthétique, et là, c'est n'importe quoi». Tu vois, c'était sa première vision, c'était ça. Et ben, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a marqué. Mais tu peux pas imaginer, mais dans mes 10 ans après d'exercice, je crois que j'ai plus jamais voulu afficher un truc avec du scotch double face, ou si c'était pas en tout cas bien fait. Heu, c'est un exemple bête, mais je pense qu'on apporte quand même quelque chose, et c'est pour ça aussi qu'on est différents, hein, hommes et femmes, Ah heureusement. oui, mais en fait, Heu, il y a quelque chose de très complémentaire, en fait. mmh, Il y a cette touche, d'esthétique, qui, en fait, peut paraître très superficielle, mais non. qui, reste quelque chose de profondément, codé socialement. Et tu vois, il y a pas très longtemps, heu, j'ai travaillé avec, un collègue, pour la rédaction d'un article sur l'impact de l'esthétique, sur les soins et notamment sur la démarche de la personne âgée. Et quand on m'a présenté ce projet, j'étais vraiment très dubitative en me disant: «C'est pas un petit peu de rouge à lèvres, qui va faire que», surtout si tu bon, on parlait des femmes, hein, bien sûr, en majorité, mais tu mets pas du rouge à lèvres à un homme. Mais à un homme, tu peux, aider sur l'apparence vestimentaire, et cetera. Et donc on étudiait chez le personne âgée l'impact de l'esthétique. Et en fait, heu, et bien, l'étude montre qu'il y a un réel impact à la fois sur la posture de la personne, donc sur l'image qu'elle pense renvoyer, et donc sur son équilibre, sur la manière dont elle va dérouler le pied, investir son espace, et puis, pouvoir marcher correctement. Donc il y a un réel impact, et ça c'est vrai, et j'en suis maintenant convaincue. Néanmoins, ça met une pression. Moi, je trouve, heu toi, dans ce milieu-là, qui est celui des ambulantiers notamment et du congrès dont je te parlais, on était il n'y avait pas j'ai l'impression en tout cas qu'il n'y avait pas de, d'importance accordée,
à ton physique, à la manière dont tu te présentes. Il y avait très peu de femmes à ce congrès et les femmes qui y étaient plutôt apprêtées, c'est drôle. Et les hommes étaient en tenue de travail, en tenue d'ambulancier, en uniforme. Euh, et tu sens pas ce poids-là. Alors, le poids de l'esthétique enfin, l'esthétique et de l'image peut être un vrai Mmh. gros euh, handicap dans la vie professionnelle d'une femme. Mmh. Et alors, dans le milieu Complètement. des soins où c'est très féminisé, euh, il y a quelque chose d'important, ouais. Très féminisé, pourtant très ancré dans certaines pratiques et visions. C'est ça, c'est Ouais. Et paradoxal, du coup, hein. ça en découle derrière une pression qui est ressentie à tous les niveaux de la hiérarchie. Voilà, où tu te sens parfois peut-être jugé, tu vois, Mmh. évalué sur des critères qui ne sont pas ceux pour lesquels tu viens bosser, quoi. Ouais. Si tu vois, tu avais un, comment dire? Tu vois, ce qui est agréable, moi, je trouve, dans cet épisode, c'est que tu nous retraces un peu, bah, toutes tes expériences, ta vie professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Hem, oui, il y a des choses que je ferais différemment. Je suis pas sûre que je ne vivrais pas le même parcours parce que ce parcours, Heu, même si par un moment il s'est imposé, j'y ai vraiment appris des tas de choses et j'en serais pas, où j'en suis aujourd'hui dans mon degré de confiance en moi et dans mon évaluation de mes capacités propres, j'en serais pas là. Mais il y a des choses que je ferais pas de la même manière. Je pense que je jouerais beaucoup moins, stratégiquement et je serais maintenant, on va dire plus naturelle. Je me permettrais d'être plus naturelle et de jouer plus en transparence dans mes relations. Quelque chose que je n'ai pas fait, pendant de très longues années où je jouais le rôle en fait, de la professionnelle qu'on attendait de moi, dans la posture qu'on attendait de moi. Certainement dans un souci de rigueur, hein, de vouloir «appliquer» entre guillemets une certaine, théorie, qui doit être mise en pratique quand tu fais ce métier. Mmh. Donc je jouerais certainement plus, ce côté-là, dire les choses avec mon naturel au moment où moi je pense, qu'elles doivent être dites et j'accorderais bien plus d'importance aux émotions ressenties, vécues et provoquées, dans les Mmh. relations interprofessionnelles. Quelque chose que j'ai mis de côté parce qu'elles m'ont, longtemps encombrée. La tristesse m'a encombrée, la joie m'a encombrée, la colère m'a encombrée et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour lutter contre ça pendant plusieurs années, ça a été de les mettre de côté et d'adopter, un physique, qui est toujours le même, voilà, accessible, souriant, que rien ne touche. Mmh. Rien n'atteint. Voilà. Mmh. Ouais. Tu penses que tu vois comment la fin de ta carrière, enfin cette deuxième partie? Tu as l'impression que tu vas là, tu es dans ce secteur ambulancier, formation, tu es revenu un peu, on va dire, à tes premiers amours aussi, de pouvoir retrouver la formation. Tu arrives à penser un peu, à te dire: «Dans 10 ans, je serai où?» Ou pour toi, tu te laisses vraiment, vivre et de voir un peu, bah, quelles opportunités tu auras? Je me vois pas, non. Je me vois pas dans 10 ans. Il y a eu un moment où je me suis demandé si je resterais, dans le milieu du soin, en Mmh. fait. Et bah, là, du coup, je m'aperçois qu'il y a du soin, en tout cas, il y a Mmh. des endroits du soin que je n'ai pas encore explorés, notamment, ben, tout le transport sanitaire et tout ce qui se passe en amont et en aval, de la période aiguë que peut vivre quelqu'un de malade, en fait. Mmh. Donc j'ai pas fini d'aller là. Par contre, j'aime le contact avec, l'adulte qui a une période de lui, de sa vie où il a envie d'apprendre, où il a besoin d'apprendre, où il faut qu'il se remobilise, en fait, qu'il se remette en posture de, je vais changer, je vais bouger. Donc je sais que je serai toujours dans
j'exercerai toujours dans ce côté un petit peu optimiste, un petit peu, j'interviens dans la vie des gens à un moment où ils en ont besoin. Et puis je reste attachée quand même aux patients et notamment à la personne âgée. Donc, je sais pas où je serai, mais je serai quelque part là. Peut-être dans la formation au bénéfice des personnes âgées, donc peut-être tu vois autour de l'aide, l'aide aux accompagnants. Mais il y a aussi des choses à inventer, tu vois, parce que la société évolue, les besoins évoluent. Donc peut-être si je trouvais une superbe idée, je me verrais bien travailler dans quelque chose qui n'existe pas encore en fait. Mmh. Ouais. Mais c'est moi, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas si longtemps, mais ça te manque pas le soin? Parce que moi j'exerce plus aujourd'hui, en tout cas pas dans les hôpitaux. Je suis plus, soignante à proprement parler. Et on m'a dit: «Mais ça te manque pas le soin? Ça te manque pas tout ça?» Et en fait, au début, tu vois, je me suis dit: «Ah bah, il a raison», et puis maintenant, tu vois, avec du recul, je me dis: «J'aurais dû lui répondre, mais en fait, moi, je suis toujours dans le soin. Ouais, J'y c'est suis ce que toujours, mais j'allais te dire. j'y suis différemment, et je pense qu'on a cette chance aujourd'hui de pouvoir appréhender, les choses, alors comme tu dis, aussi parce qu'on a un peu plus d'expérience. Je pense qu'à 20 ans, j'aurais pas eu ce discours-là, c'est sûr. Je me serais dit que j'aurais fait 4 sup, et cetera. Mais je pense qu'on a cette chance dans la santé de pouvoir tout inventer encore. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, justement parce qu'on s'est jamais trop intéressé au système de santé et que maintenant on s'y intéresse. Et je pense que tout est encore à faire, et je reste persuadée qu'il y a peut-être que demain tu vas nous créer une nouvelle fonction, un nouveau poste, mais on peut voir les choses différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Céline, c'est un échange qui est, incroyable. Moi, je m'en doutais, hein, je t'avais dit, je sais même pas si on a besoin vraiment de bosser sur cet épisode parce qu'il va être tellement enrichissant que je pense qu'on peut laisser, l'échange se faire naturellement. Bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'en doutais pas. Hem, Est-ce que tu vois, il y a des personnes, des auditeurs, tu vois, qui nous écoutent et où ce discours, il leur parle et ils auraient besoin, tu vois, de pouvoir, peut-être avoir des conseils ou échanger avec toi. Comment ils peuvent te contacter? Eh bien, écoute, ils peuvent me contacter. Le plus simple, c'est par mail, Mmh. sur mon mail professionnel ou sinon sur le LinkedIn. J'aime beaucoup, le Mmh. chat, et la messagerie de LinkedIn. Ça marche très bien pour un premier contact et ça Ouais. permet de différer ensuite, Ouais. un appel. Sinon, mon mail professionnel aussi, je te le passerai et Ouais, tu pourras le je ferai le partager. relais. Ça Mmh. marche. Céline, c'était passionnant. Moi, je pense qu'on pourrait discuter des heures encore, ensemble. On a trop de sujets, mais ouais, c'est à chaque fois le constat qu'on se fait, hein. À chaque fois, moi, à la fin de l'épisode, on se dit toujours: «Mais on n'a pas abordé ce sujet-là». Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a d'autres épisodes qu'il va falloir qu'on fasse et que ce podcast, il vive aussi, bah, grâce à tout ça et grâce à toutes ces idées, toutes ces expériences qu'on a besoin de partager et d'avoir cet espace d'échange. Voilà, moi, c'était vraiment ça. Moi, je te dis, bah, bonne chance pour la suite parce que je sais que c'est pas facile quand même une prise de poste, surtout dans des secteurs qu'on connaît pas très bien. Donc bon courage pour la suite et puis, bah, moi, j'espère surtout à très bientôt ensemble. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.